Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avons entendu Gonzague Le Bigot nous parler de l'éthique dans l'entreprise, de l'éthique au travail. Et justement, nous allons continuer cette question par rapport au travail avec une autre question du travail, le travail de la terre. Le travail aussi par rapport à nos plantes, à la verdure, par rapport à cette nature qui nous entoure et, disons-le, qui nous permet de vivre. En effet, sans nature, que serions-nous? Alors, pour parler de ce domaine, nous avons un spécialiste qui nous a rejoint, qui est maintenant en Abitibi, chez nous, et qui réfléchit à la création d'une société, d'une entreprise pour justement le développement de la nature et qui s'appellerait Eden Québec, donc quelque chose de très québécois, de très abitibien. Bonjour Guillaume Coste. Bonjour Bertrand. Bienvenue à l'émission Choisie. Merci. Alors, on va voir, vous savez que cette année, nous réfléchissons à notre humanisation. Est-ce que vous pensez que la nature participe à l'humanisation de l'homme? Est-ce que la nature joue un rôle? Naturellement, si l'on regarde un petit peu au niveau historique, effectivement, on s'aperçoit que nos ancêtres, lorsqu'ils chassaient également, remerciaient toujours l'animal qu'ils abattaient. Il y avait quelque chose de sacré. Dans la nature, effectivement, on peut s'inspirer au niveau de nos racines, au niveau de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il y a également une forme d'empathie qui est importante. Lorsque l'homme prélevait effectivement son gibier dans la nature, ou lorsqu'il travaillait, lorsqu'il a commencé l'agriculture il y a entre 8 et 10 000 ans, effectivement, il avait conscience que l'animal qu'il prélevait était sacrifié pour le bien de sa tribu. Et à partir de là, effectivement, il y avait des questions de respect, de rites que l'on donnait aux animaux, pour commencer. Et c'est vrai que dans le côté humain que nous avons, une des qualités également qui est importante dans notre société, je pense, c'est effectivement l'empathie. Et si on remonte aussi loin que ces origines-là, on peut effectivement observer une corrélation entre la nature qui apporte certaines valeurs à l'humanité, des questions éthiques, sur également le droit des espèces, le droit à la préservation, le droit à l'existence, comme notre propre espèce, et également ces rites que l'on observe encore aujourd'hui d'ailleurs dans pas mal de tribus, pas mal de peuplades, qui ne partagent pas forcément notre vie occidentale, mais qui sont encore bien plus proches, je trouve, de nos racines, et effectivement de ce qui a constitué l'humanité dès l'origine. Alors comment en fait, comment on s'est éloigné? Est-ce qu'on s'est vraiment éloigné? Est-ce que c'est la nature qui aurait pris des distances avec l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui, lui, est parti ailleurs? Et pourquoi on serait éloigné? Disons que ce qui s'est passé par la suite, c'est que nous avons connu ce qu'on appelle, ce que l'on peut le nommer, mais ça reste une valeur assez subjective, le progrès. Le progrès, effectivement, a permis de libérer l'homme de certaines conditions physiques, enfin une partie de l'humanité, parce qu'il faut regarder aujourd'hui dans le contexte actuel que seulement la moitié de la population humaine est concentrée dans les villes, mais une autre partie de l'humanité est effectivement toujours très liée aux caprices de la nature, aux caprices, ça c'est encore un terme très humain, mais disons aux aléas de la nature. Et si on réfléchit bien là-dessus, effectivement, petit à petit, l'homme, lorsqu'il a connu les progrès techniques, dans certaines parties de notre civilisation, si je parle au niveau global de l'humanité, effectivement, certains courants de pensée se sont détachés de la nature. C'est pas la nature qui est partie. La nature ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui parfois oublions ce que nous devons. C'est un petit peu, si vous voulez, nous qui nous sommes permis de croire que nous pouvions contrôler la nature, que ce soit par le biais des engrais, par le biais de la mécanisation. Et si l'on regarde un petit peu aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont plus forcément conscience que notre équilibre est très fragile. J'en veux par exemple pour preuve des catastrophes naturelles ou bien la désertification de certaines contrées dans le monde, un petit peu partout, que ce soit en Europe du Sud, que ce soit en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, que ce soit aux États-Unis. Et malheureusement, quand on le voit dans les films, il faut une catastrophe pour rappeler à l'homme un petit peu une certaine forme d'humilité. À savoir qu'on ne peut pas vivre sans notre écosystème, qui est global, mais qu'également chaque maillon de cet écosystème est important pour notre survie. Mais là, on parle des catastrophes. Je veux dire, en Abitibi, on vit bien. Il fait froid l'hiver et l'été, il fait un peu plus chaud. C'est vrai qu'on a eu un été un peu pluvieux l'année dernière.
Mais on vit bien. Est-ce que nous, on est impacté par ce qui se passe vous parliez de l'Afrique ou d'autres régions éloignées. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... est-ce que ça nous concerne? Est-ce que c'est pas... eux, il ferait mieux de faire attention à la nature et nous, on continue à vivre normalement? Disons que la question peut avoir sa réponse lorsque nous regardons ce que nous avons dans nos assiettes. Beaucoup de produits sont importés sur le marché abitibien et il est faux de croire que nous sommes détachés des catastrophes qui peuvent avoir lieu dans d'autres pays, parce qu'également, derrière ces questions-là, se posent également des questions d'équilibre des populations, des flux migratoires également. Ça, on parle simplement au niveau démographique. Mais si je parle simplement au niveau de la nature, les conséquences sur la variété alimentaire que nous avons seront drastiques dans le sens où, si des catastrophes venaient à se produire dans différentes contrées du monde, sans que nous en prenions conscience, alors que chaque être humain est également responsable de ses actes, nous pourrions, même en Abitibi, être tout à fait affectés. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y aurait peut-être une insécurité alimentaire sur certaines denrées, si je parle simplement en termes, entre guillemets, très local. Il y aurait également une possibilité, on le verra très bien, au niveau économique. C'est-à-dire que l'inflation s'installera, par exemple, sur le prix des denrées, et cette répercussion sera de toute façon globale sur l'ensemble du bassin abitibien. Donc il est faux de croire qu'effectivement, ces questions ne nous concernent pas directement. La biodiversité est également très importante. Pourquoi? Parce que simplement, lorsqu'on réfléchit à l'équilibre d'un écosystème, notamment dans la production, si on parle au terme purement humain des denrées alimentaires, si les abeilles venaient à disparaître, de toute façon, les denrées auxquelles nous avons la chance d'accéder aujourd'hui seraient fortement compromises. On ne parle pas que du miel, là. On ne parle pas que du miel. Effectivement, la pollinisation, par exemple, c'est un exemple parmi les plus accessibles, mais qui est tout à fait parlant dans le sens où certaines variétés de tomates, ou des aubergines, des concombres, enfin même au niveau des légumes, au niveau de la grande distribution, le rôle de ces hyménoptères est tout à fait fondamental pour l'équilibre global. Mais ça s'explique aussi pas forcément que par le biais des abeilles, même les mouches, je parle simplement, sont très importantes dans le cadre du recyclage d'un écosystème. Chaque organisme est absolument nécessaire, si vous voulez, pour la pérennité d'un écosystème qui est d'autant plus stable qu'il y a des espèces encore vivantes. Alors justement, on peut être plutôt content d'ailleurs en Abitibi, parce que le nombre de moustiques, de mouches noires, etc. a largement diminué, notamment à cause de l'éclairage public. Ils viennent se fracasser. Il y a eu de nombreuses études qui ont montré qu'effectivement, plus on mettait d'éclairage public, moins il y avait d'insectes parce qu'ils venaient se tuer contre les lampadaires et les luminaires. Et donc, vous dites, non, ça c'est au contraire un danger. Nous, on pourrait se dire, non, et comme ça je suis moins piqué, mais au contraire, c'est un danger. Ça peut être un danger, pourquoi? Parce que lorsque l'on affecte une population d'insectes que l'on peut déclarer entre guillemets nuisibles, mais le terme nuisible étant propre qu'à l'espèce humaine, et effectivement, ce sont des déséquilibres qui sont engendrés sur les hiérarchies supérieures d'un écosystème. Un moustique, effectivement, est assez désagréable en soi, et on peut le concevoir, mais les oiseaux qui s'en nourrissent, tout l'équilibre de la biodiversité qui résulte dans la chaîne alimentaire de la présence ou non des moustiques, peut être mis en péril si jamais, effectivement, il n'y a pas une certaine préservation. Donc c'est sûr qu'en Abitibi, les moustiques ne disparaîtront pas avant... je ne suis pas inquiet quant à leur avenir. Mais effectivement, si on parle même au terme global, dans certaines contrées où on a voulu chasser ce qu'on appelle les nuisibles, on s'est aperçu qu'en ayant déséquilibré un écosystème, eh bien, nous avons des répercussions très graves sur l'agriculture. Ce sont des insectes que l'on appelle parfois donc les auxiliaires, qui permettaient justement de contrôler certaines populations de ravageurs et de parasites. Or, lorsque nous avons utilisé par exemple des pesticides comme le DDT, nous avons détruit également ces auxiliaires qui contrôlaient les populations des ravageurs en amont. Et lorsque les populations de ravageurs ont été aptes à résister à certains pesticides par le biais de la sélection qui s'est imposée suite à la mort de certains individus, on s'est aperçu que la réponse des auxiliaires ne pouvait pas être forte dans la mesure où ils avaient été éliminés. Résultat, on s'est retrouvé avec des catastrophes, et c'est également là aussi un terme qui peut rapporter à la nature. Pourquoi? Parce que la polyculture, qui est une agriculture qui était ancestrale et qui permettait effectivement d'avoir une subsistance alimentaire, peu importe les dégâts ou les ravageurs, puisqu'il y avait certaines cultures qui passaient mieux à la saison que d'autres, nous permettait effectivement de subsister et de passer d'une saison à l'autre. D'accord. Donc là, on voit d'ailleurs, pour étayer un peu quelques chiffres, on a eu des documents scientifiques qui ont prouvé, je crois que c'était la semaine dernière, qu'effectivement, les pesticides étaient responsables directement de la destruction des abeilles. Et c'est aujourd'hui prouvé.
et notamment en Europe, où justement il est question d'accueillir de nouveaux OGM pour contrer les anciens pesticides. C'est-à-dire qu'on voit que c'est un cercle infini, hein. On fait quelque chose de mal, alors on va faire quelque chose d'encore plus mal pour rattraper la bêtise qu'on a faite. Disons qu'effectivement, la question qui a été soulevée, ça a été notamment le cas d'un OGM qui s'appelle le maïs BTK. Donc, c'est un maïs qui permet de sécréter une certaine toxine qui est présente donc, dans le Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie qui est en fait, entre guillemets, prédatrice sur la pyrale. La pyrale étant un ravageur du maïs. Mais effectivement, la question est également liée à la pollution génétique et d'une possible perte donc, des gènes dans la nature. Donc, il semblerait qu'il n'y ait pas de parents proches du maïs en Europe, en tout cas dans la nature, qui permettrait la diffusion de tels gènes, mais effectivement, c'est tout un déséquilibre potentiel qui pourrait s'instaurer sur d'autres familles de lépidoptères, les lépidoptères étant de la même famille que la pyrale, et qui pourraient détruire d'autres espèces qui ne sont absolument pas nuisibles et déstabiliser effectivement tout un écosystème. Donc on voit que c'est une action directe de l'homme. En revanche, il y a des actions qui sont, j'allais dire, directement liées à la nature, hein. On voit depuis le 1er janvier 2015, eh bien, il y a eu 92 morts de masse d'animaux, en particulier des animaux marins, hein, les étoiles de mer, les dauphins, par exemple, je crois que c'est la semaine dernière où il y a eu des millions d'étoiles de mer qui sont mortes. Et on compte par millions et centaines de millions les poissons qui meurent et qui viennent s'échouer. Alors ça, c'est la nature elle-même, c'est pas forcément l'homme qui est responsable. Disons que ce sont des conséquences qui sont plus ou moins directes des actions de l'homme. Il a été prouvé notamment qu'en fonction du trafic maritime, par exemple, certaines cétacés, donc des baleines, ont été sujettes au stress en fonction du passage des navires et que cela pouvait occasionner effectivement une perte totale de leur sens de l'orientation et les mener à s'échouer sur certains rivages. Aussi également le réchauffement des eaux par la modification donc, des courants océaniques, mais également par le fait simplement de la dilatation de l'eau et également l'augmentation de l'effet de serre dû à l'augmentation de la concentration du dioxyde de carbone, entraîne une acidification des océans. Et effectivement, on a également, par le biais de l'acidification des océans, tous des déséquilibres sur des pH et certains coraux qui sont soumis donc à un blanchissement et à une mort de leur colonie. C'est-à-dire que finalement, l'homme, par rapport aux conséquences, quelles qu'elles soient, ne peut pas échapper aux résultats de ses actes, et de toute manière, tôt ou tard, il sera amené à être jugé par la nature. C'est-à-dire que finalement, lorsque l'on observe un petit peu autour de nous, les conséquences que vous avez citées tantôt, au niveau des étoiles de mer, que ce soit au niveau des baleines, ce sont des fragilisations qui mettent en péril également la sécurité de l'homme. Parce que ces espèces-là ont un rôle clé dans l'équilibre des océans, également au niveau des productions de poissons, puisque les poissons font partie donc d'une chaîne alimentaire, que, même si je ne détaillerai pas ici une chaîne alimentaire particulière, on peut simplement réfléchir quelques instants et se dire que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et qu'à partir de là, lorsque l'on observe par exemple que plus de 75% des océans sont soumis à un déclin au niveau des populations de poissons, ou même voire gravement en danger, effectivement il est urgent d'agir. C'est pas simplement de se dire que parce que nous sommes loin géographiquement d'une catastrophe qui est en train de se dérouler, que nous ne sommes pas concernés. C'est toute l'humanité qui est concernée. Alors justement, j'allais le dire, on a parlé de manière très globale un peu de tout ce qui se passe autour ou au loin de nous. Et concrètement, là, est-ce que, je vais en revenir à ma question de base, comment je peux me laisser humaniser par la nature? Ou comment je peux rapprocher mon rapport à la nature? Comment je peux faire que retrouver la nature? Comment je peux faire que la nature ait de l'importance pour moi, si elle doit en avoir? Disons que ce sont par des gestes simplement quotidiens. Il peut y avoir également une sensibilisation par rapport aux plus jeunes qui peuvent nous accompagner et leur faire simplement découvrir la nature. Ça peut être simplement une promenade et leur faire prendre conscience que tout ce que nous avons autour de nous n'est pas forcément éternel si nous n'en prenons pas soin, que ce soit dans la gestion forestière, que ce soit au niveau des sols, l'utilisation des sols. Et donc montrer aux enfants, montrer aussi aux plus jeunes comment est produite la nourriture, d'où elle vient. Lorsqu'on entend par exemple dans certains reportages que les enfants pensent que des poissons sont carrés, parce qu'ils n'ont jamais vu de poisson de leur vie, et la seule chose qu'ils ont connue d'un poisson, c'est des bâtonnets qu'ils ont récupérés dans des emballages industriels, il y a un problème. Il y a
Il y a une espèce de scission qui a été faite par rapport à nos racines. Donc le fait de revenir à la nature peut aussi passer par simplement montrer aux gens certains gestes non plus à ne pas faire. Ce sont des gestes qui peuvent sembler anodins. On parle des sacs en plastique qu'on a consommé à outrance jusqu'à présent. Ça peut être également simplement de rouler aussi dans des véhicules qui sont un peu moins polluants. Prendre peut-être des véhicules plus petits qui correspondent à nos besoins. Pourquoi ? Parce que de toute façon, il y a des conséquences à ça, que ça soit au niveau environnemental en termes directs, mais aussi au niveau politique et géopolitique par rapport à la consommation d'essence. Ça peut être également le fait de sensibiliser les gens en leur montrant certains documentaires, pourquoi il faut prendre conscience et se réveiller aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps. Parce que c'est pas encore en 2100 que nous aurons probablement plus la chance de changer les trajectoires sur lesquelles nous sommes en train de nous lancer. Je veux dire, à partir du moment où le patrimoine est perdu, même si on croit au génie génétique, c'est terminé. Enfin, c'est terminé au regard actuel de nos technologies. Et malheureusement, au niveau éthique, il faut faire également prendre conscience aux gens, que chaque espèce a le droit de vivre sur cette planète, et que cette planète, elle appartient à nous tous. Nous en avons tous hérité, et l'être humain n'a pas plus de droits que les autres espèces sur cette planète. D'accord, mais là, ce dont vous parlez, est-ce que c'est pas le rôle du ministère de l'écologie de tenir ce discours ? Et finalement, moi, à mon niveau, est-ce que je suis vraiment concerné ? Disons que, effectivement, le rôle de l'État peut être important dans le sens où il peut amener une conscience collective, puisque nous vivons maintenant effectivement en société, et que c'est un support très important aussi par le biais des médias et de la communication pour inculquer aux gens effectivement certains gestes éco-responsables. On parle beaucoup d'éco-responsabilité maintenant. Mais au niveau des gestes quotidiens, ça passe aussi par le tri sélectif, ça passe pourquoi pas par le compostage pour les personnes qui ont l'espace pour le faire. Ça passe également par l'utilisation, lorsque l'on peut se le permettre, du vélo ou simplement de marcher aussi. Tous les gestes comptent du plus anodin au plus important, que ce soit dans la recherche sur de nouvelles technologies visant à séquestrer le dioxyde de carbone dans certaines centrales thermiques, mais également à simplement savoir faire son tri sélectif et apprendre ces gestes-là aux plus jeunes, qui représentent effectivement notre avenir, parce que c'est eux qui vont continuer, et c'est eux qui vont porter nos valeurs que nous allons leur inculquer aujourd'hui. Est-ce que, moi je vous entends et on voit la planète actuellement justement en train de mourir avec les espèces, etc. Est-ce que vous croyez que la planète ne va pas se rebeller à un moment donné, dire il y en a marre, je vais me secouer un peu, ou alors parce que concrètement, comme vous l'avez dit, tant qu'il n'y a pas de catastrophe, ou que les catastrophes sont loin, rien n'est vraiment fait. Et puis, chacun d'entre nous se dit, moi je fais mon tri sélectif. En dehors, en été, j'allais dire en dehors de l'hiver, je fais un peu de vélo, etc. Parce que c'est sûr qu'en hiver, on prend sa voiture. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une réaction de la planète ? D'ailleurs, on est en train de le voir. On voit, il n'y a jamais eu autant de comètes qu'actuellement, de météorites plus exactement. On a multiplié par... Je ne sais pas si c'est pas de l'ordre de 50, le nombre de météorites entre 2000 et aujourd'hui. Donc c'est vraiment c'est exponentiel, là, le nombre de... Est-ce que la nature n'est pas en train de nous dire, écoute, tu fais rien, moi je vais m'en occuper ? Disons que moi je vois la chose d'une autre manière. Au niveau des météorites, c'est de la découverte des météorites, cela peut être également lié au progrès que nous avons fait en astronomie. Donc ça, je le vois plus comme un événement extérieur qui peut être une coïncidence, pour moi en tant que tel. Puisqu'effectivement, ce n'est pas lié directement par les modifications humaines sur la Terre. Maintenant, au niveau de la Terre, disons qu'il y a un danger, je dirais. C'est de croire que la Terre, effectivement, peut se réveiller en ayant conscience qu'elle puisse nous évincer du règne, entre guillemets, animal. C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, a acquis et est devenu la première force géophysique de la planète par rapport à tous les matériaux qu'il déplace, par rapport à tout ce qui charrie, des millions et des millions et des millions de tonnes chaque année. Et je pense que, malheureusement, il y a un risque. Oui, il y aura de plus en plus de catastrophes naturelles, mais une des forces, et qui fait également le génie humain, c'est qu'il est capable d'une immense adaptabilité, même dans des conditions les pires, puisque nous avons colonisé l'ensemble de la planète. Et même on se pose des questions pour coloniser d'ailleurs d'autres planètes, notamment Mars avec certains projets. Donc moi, ce qui me ferait davantage peur, disons que la Terre existera après nous. La biodiversité retrouvera très probablement, effectivement, ses marques d'origine,
lorsque l'être humain s'éteindra, puisque de toute façon, dans le temps, nous sommes voués à disparaître, comme toutes les espèces, ou la plupart des espèces qui ont peuplé cette Terre. Maintenant, si on réfléchit un petit peu plus loin, dans le temps présent, et au niveau des catastrophes, moi je pense que l'homme a une grande responsabilité, et il doit faire extrêmement attention pour ne pas détruire effectivement ce patrimoine. Puisqu'aujourd'hui, on observe une vitesse d'extinction des espèces qui est de l'ordre de 1000 fois plus rapide que ce qui s'est passé durant les 6 ou 7 bouleversements géologiques majeurs qu'a connu la planète. Alors, justement, au niveau du végétal, quelle est l'importance du végétal? Quelle est, par rapport à moi, l'importance du végétal? Est-ce que c'est important que j'ai des plantes chez moi? Disons qu'après, en tant que tel, ce n'est pas d'avoir des plantes pour avoir des plantes si la passion, ou du moins si l'attention n'est pas portée. Disons que ça, après, chacun est libre d'avoir des plantes ou pas, c'est pas ça dans l'immédiat qui changera effectivement la problématique. Simplement, par le biais du végétal, effectivement, lorsque l'on explique aux autres personnes en quoi cela peut inclure comme légère responsabilité, puisqu'on ne parle pas non plus d'avoir un chien ou d'avoir un chat, et de leur montrer que c'est un être vivant, et qu'on peut en prendre soin, et que cet être vivant peut s'épanouir, je pense que c'est un petit message que l'on peut transmettre en expliquant que, à un terme plus global, l'homme peut également prendre soin de la nature comme un individu peut prendre soin d'une plante pour aider à s'épanouir. Et si je parle de la nature et que je fais ce parallèle, c'est par le biais également de la biodiversité. Donc effectivement, lorsque l'on fait prendre conscience par exemple à un enfant pourquoi il faut prendre soin d'un végétal, pourquoi c'est important, c'est un être vivant qui est également sensible. L'enfant va regarder, je pense, d'un œil différent plus tard la nature qui l'entoure et ne verra plus ça comme des objets ou des biens de consommation potentiels, mais comme une communauté vivante. Effectivement, comme quelque chose qui partage son existence et qui fait partie de son existence. Tout comme les relations sociales que nous avons entre les différentes personnes. Et là, on parle de relations qui seront un peu plus interspécifiques. D'accord. Donc on voit, hein, le végétal nous introduit finalement dans la sphère du vivant. Tout à fait. Et donc après, on se familiarise et peut-être qu'on évite de détruire, comme on le voit en Amérique du Sud par exemple, où l'Amazonie est en partie rasée, parce qu'on se dit on peut gagner du terrain, vendre des arbres, récupérer du bois, récupérer de l'argent. Disons que c'est un problème si on revient à l'Amazonie, effectivement, et lorsque nous parlions tout à l'heure des conséquences, bien qu'habitant en Abitibi, des conséquences qui pouvaient peser notamment sur la forêt amazonienne, c'est un excellent exemple que vous me citez là, dans le sens où on peut parler des agrocarburants, qui sont liés à des exploitations de soja, qui nécessitent effectivement d'immenses surfaces de terres cultivables. Et effectivement, on observe également cette déforestation et le patrimoine génétique que l'on rencontre dans ces forêts amazoniennes, mais ce patrimoine génétique est aussi bien en Abitibi, d'ailleurs, même s'il est moins concentré, qu'en forêt amazonienne. C'est un peu chacun d'entre nous qui le détruisons lorsque l'on va consommer des produits qui viennent effectivement de ces régions-là et qui ne sont pas contrôlés ou soumis à des normes environnementales sévères. Donc c'est pour ça qu'on parlait également de la responsabilité que chacun d'entre nous devons avoir également, effectivement en tant que consommateur, puisque vous savez comme moi que nous sommes dans une société de consommation et que l'essentiel d'ailleurs de notre croissance que nous générons, c'est autour de 60% du produit intérieur brut, est généré également par la consommation. Et c'est aussi par le choix des actes de consommation que nous sommes responsables et que nous devons en prendre conscience. C'est la force que nous avons tous au niveau individuel. Donc effectivement, lorsque l'on reprend ceci, je pense que pour revenir simplement à la culture d'une plante chez soi, pour refaire ce parallèle et revenir un petit peu au sujet que vous abordiez tantôt, oui, c'est un éveil de conscience et me concernant, c'est vrai que ça a commencé très tôt. Et ça fait beaucoup de temps maintenant que j'observe les végétaux, non pas comme un simple objet de décoration, comme beaucoup de gens le pensent, mais effectivement comme un être vivant duquel il faut prendre soin. D'accord. Alors vous savez qu'on va conclure bientôt notre émission, et vous savez que toutes nos émissions se terminent par une question. L'émission s'appelle Choisis, Naturellement. Et donc on demande à nos téléspectateurs justement de choisir entre plusieurs options, ou en fonction des émissions que nous abordons. Et donc, quelles questions vous aimeriez poser à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent poser un choix, devenir, j'allais dire, par ce choix plus humain, et ainsi grandir en humanité? Je dirais que la question qui me vient à l'esprit dans l'immédiat, c'est quel choix je peux faire en tant que consommateur, et quel message je peux faire véhiculer autour de moi au niveau du respect de l'être vivant. D'accord. Voilà une question précise. Merci beaucoup pour ces explications, pour cette émission. Merci à vous pour votre accueil.
Merci à chacun d'entre vous de nous envoyer vos commentaires, vos réflexions, vos remarques, vos suggestions. Je sais que vous avez été nombreux à apprécier l'émission avec Gonzague Le Bigot. Nous reviendrons avec lui dans une autre émission que nous sommes en train de préparer sur la valeur du travail. Merci et à la semaine prochaine.